pendant très longtemps, dans les années 80-90, le journalisme français, c'était Tintin, c'est-à-dire c'était des Blancs qui partaient en reportage, ils prenaient Air France pour faire leur voyage, ils dormaient à l'hôtel Méridien, ils buvaient un gin tonic le soir pour réfléchir à comment la journée s'était déroulée, ils interrogeaient des gens qui parlaient français parce que l'anglais c'était compliqué. Et puis, c'est toujours le cas. Et puis, bon, j'espère qu'il y en a davantage qui parlent anglais, mais disons, et puis d'autres langues éventuellement. Et ensuite, ils rentraient, ils écrivaient pour une audience française. Et les gens sur lesquels ils écrivaient, c'est-à-dire les Africains, les Asiatiques, voilà, n'avaient en aucune manière accès à ce qui était écrit sur eux. Quand on a tué tous les dieux, quand le futur n'est pas certain, quand le présent t'effraie et quand le passé est compromis, c'est très difficile de vivre sans conviction. Est-ce que vous ne pensez pas que le retour de la religion serait moins nuisible que le retour de la barbarie dans lequel on tombe, n'ayant pas de Dieu? En préparant cet entretien, vous m'aviez dit que vos questions étaient moins philosophiques peut-être que ce que vous pouviez suggérer par message avant. Je vois que vous restez néanmoins dans la philosophie. Serge Michel, on est à la librairie du Globe, la librairie russe, j'insiste encore, même si il y a de plus en plus de livres français et en français et ukrainien et géorgien. Maintenant, on ne sait même plus comment dire s'il y a, par exemple, un écrivain d'origine arménienne, mais soviétique. Bon, enfin, bref, donc, je considère qu'on est à la librairie russe. Bienvenue, vous êtes cofondateur d'une revue. Je trouve que le format des revues, pour nous les Russes, c'est quelque chose qui était notre bouée de sauvetage. Parce que le monde d'édition en Union soviétique était centralisé. Il y avait des tirages, des livres assez phénoménaux, mais des livres autorisés. Des livres des écrivains souvent de talent, mais qui allaient avec l'idéologie soviétique, socialiste, réaliste, etc. Et du coup, le peu qu'on pouvait lire des écrivains étrangers était plutôt publié dans les revues comme des feuilletons. Et c'était un petit îlot de libre parole. Parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y avait quelques revues comme ça qu'on attendait avec impatience. J'ai l'impression qu'avec ce qui se passe en Occident dans la presse écrite, pour des raisons qu'on va discuter, peut-être une autocensure, peut-être des conditions économiques, la réduction pas de temps de parole comme à la télévision, mais de signes. Les articles souvent ressemblent plus à des télégrammes. La seule façon de faire une vraie analyse intellectuelle devient la revue. Est-ce que votre désir de créer une revue est dicté par ça ou par autre chose? En partie par ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, les revues en Union soviétique étaient quelque chose d'essentiel parce que, à la fois, les journaux quotidiens étaient extrêmement contrôlés par le parti, l'édition également. Les revues étaient peut-être cette zone de liberté, quoique il y avait quand même pas mal de censure. Et je pense que ça tient au fait que, après la guerre, la Grande Guerre 39-45 ou 41-45 pour l'Union soviétique, et peut-être plus encore après Staline en 1953, le combat entre les staliniens et les anti-staliniens était essentiellement un combat mené sur le plan de la littérature. Et qu'au fond,
la culture soviétique était littéraro-centrée et que ces revues littéraires étaient le champ de bataille. Et alors, elles n'étaient pas toutes du côté anti-stalinien. Il y avait des revues aussi très officielles du pouvoir, mais il faut se souvenir que c'est dans Novi Mir qu'Alexandre Solzhenitsyn a publié La journée d'Ivan Denisovitch et qui a été un succès fabuleux. Enfin, la revue a eu l'autorisation, je crois, d'augmenter de 25 000 exemplaires son tirage, ce qui était exceptionnel, même si ça restait très difficile de se le procurer. C'est aussi dans une revue que Vassili Grossman a publié le premier petit bout de Vie et Destin. Je crois que c'était dans la revue Literaturna Gazeta. Et au fond, ces revues étaient vraiment, effectivement, le champ de bataille intellectuel et littéraire. Après, les revues de l'Ouest sont très distinctes, très différentes. C'est-à-dire que le renouveau des revues, je dirais, dans le paysage francophone, il est plutôt lié à une sorte de lassitude du journalisme classique, du journalisme des quotidiens ou de la radio et de la télévision, et à une recherche d'un format plus long, plus profond, plus lent aussi, le slow journalism, comme on dit en anglais. Et il est lié à ça et aussi à un modèle économique qui repose davantage sur la librairie que sur les kiosques. Les kiosques, c'est quelque chose d'assez difficile parce que pour arroser les kiosques, il faut imprimer énormément et puis ensuite vous payez les retours. Et donc le kiosque est une économie difficile pour les magazines. D'ailleurs, ils sont tous plus ou moins en baisse de tirage, alors que les revues françaises, et je pense à la revue 21 par exemple, qui a été un peu la première à se lancer dans ce créneau, ont utilisé le réseau des libraires qui est plus stable. Et vous avez un contact, vous allez voir les libraires, et puis vous publiez des écrivains. Parce que qui c'est qui écrit long, qui c'est qui est capable de tenir des textes sur une longueur importante, c'est souvent des écrivains. Donc en fait, on est venu à un champ journalistique de la revue en France aussi par lassitude, voilà, d'un trop grand formatage peut-être de la presse quotidienne. Vous savez, dans la presse quotidienne, voilà, on a des articles de 5 à 6 ou 7 000 signes maximum, et c'est très formaté. C'est formaté d'une part par les écoles de journalisme, mais aussi par la nécessité d'aller à l'essentiel. Et on a ce qu'on appelle dans le journalisme la pyramide inversée. On commence par le plus important, puis ensuite on donne de l'éclairage. Et au fond, je pense qu'il y a eu un besoin à la fois des éditeurs et à la fois des lecteurs d'entrer dans quelque chose de plus sensible. Alors ça, c'est un des éléments. Le deuxième, c'est qu'au fond, les grands médias sont toujours liés à un moment historique spécifique. Pensez à El País en Espagne, c'était le journal de l'après-franquisme. Pensez à Gazeta Wyborcza en Pologne, c'était l'après-communisme. Et au fond, lier un média et l'histoire en marche, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et on s'est dit, voilà, avec ce qui se passe à l'Est, avec ce qui se passe, cette guerre en Ukraine, cette guerre déclenchée par la Russie, c'est pas juste une guerre entre deux pays, c'est un changement géopolitique majeur, c'est une remise en question de l'Occident, c'est une alliance contre nature peut-être, ou on le verra peut-être pas, entre la Russie et l'Iran. C'est un rebattage des cartes géopolitiques, et donc l'ensemble de ces événements, en grande partie dramatiques, mais aussi géopolitiques, je trouve que ça méritait bien une revue. Donc on s'est dit, on lance quelque chose, à la fois pour aller aux profondeurs, parce que c'est sûr que les médias d'ailleurs font très bien ce travail de suivi en continu de ce qui se passe. Vous avez chaque jour des lives de journaux sur le nombre de morts, de missiles, sur les avancées ou les reculs de telle ou telle armée. Mais d'aller plus loin en profondeur, ça, on a essayé de se lancer sur ce créneau-là, et en particulier avec des écrivains. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les écrivains ont peut-être une perception plus fine, plus intime des choses, qui permettent de tenir sur la longueur. Et ce qui se passe ici, c'est une guerre historique, au fond. Voilà, je pense que la date du 24 février, ça va être une de ces dates qui rentrent dans l'histoire, comme le 11 septembre ou comme le 9 novembre pour la chute du mur de Berlin. Ce sont des dates qui sont charnières dans l'histoire du monde. Et on s'est dit, ben voilà, il faut que ce soit porté par une revue. Et les revues aussi, elles ont joué des rôles importants. Je pense notamment aux revues des communautés de l'Est en exil. Pensez à la revue Kultura qui était éditée à Paris par des Polonais en exil. Ça a été une revue qui a façonné la Pologne d'aujourd'hui, qui l'a aidé à dépasser son passé communiste, qui l'a aidé à se réconcilier avec l'Ukraine, qui l'a aidé à penser l'avenir. Kultura, c'était majeur dans la pensée polonaise. Pensez aussi, il y avait une revue qui s'appelait Lettres internationales, lancée par un exilé tchèque à Paris,
très ambitieuse, qui n'a tenu que 10 ans, en tout cas en France. Je crois qu'elle continue en Allemagne sous une autre forme. Mais ce sont des revues importantes parce qu'au fond, elles saisissent l'esprit d'une époque, alors que les journaux sont plutôt à saisir l'esprit du jour, de la semaine. Et je ne critique pas leur travail, je pense que c'est extrêmement important. Notamment, je lis beaucoup de journaux aussi. Mais la revue, elle tient un autre langage, elle parle un peu à d'autres oreilles. Voilà. C'est vrai que ce qui manque, à mon avis, parfois dans la presse immédiate, c'est on fait un zoom. Et on ne fait jamais le dézoom. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un processus, vous avez raison, qui touche le monde entier. Il touche autant le Venezuela que l'Afrique, on ne sait même pas où ça va. C'est comme une espèce de feu de tourbe. On ne sait pas où le feu va sortir. Vous avez baptisé votre revue Cometa. Cometa, c'est quelque chose qui est une étoile filante, qui a une queue faite de gaz. Je ne fais pas allusion au gaz russe, qui était au départ presque de cette guerre, ou qui a fait les événements les plus commentés au début de cette guerre. Pourquoi Cometa? Est-ce que étoile filante ou un autre sens? Alors, ne pas confondre les comètes et les météorites. Les météorites disparaissent, les comètes subsistent et continuent de vivre tout en tournant autour de la Terre. Dans les comètes, d'abord, on cherchait un nom qui se dise dans toutes les langues de l'Est. Alors, Kamieta en russe ou en ukrainien, en polonais, c'est le même mot, et c'est pas loin du mot français comète. C'est une première chose. Et deuxièmement, on se disait, voilà, une comète survole ces territoires troublés, territoires aujourd'hui en recomposition, comme on le disait à l'instant. Et je pense que c'est une bonne image, en fait. On a une trajectoire, une comète a toujours une trajectoire, et on passe au-dessus de ces terres-là. Et ces terres sont larges. Hein. Prenez, vous le disiez, ça touche l'Afrique, ça touche l'Asie centrale, ça touche l'Iran, ça touche le Golfe Persique ou arabique. Ça touche la Chine, sans doute, que ça va mettre en branle des choses, des feux de tourbe qui vont se déclarer ailleurs. Et donc, pour moi, la comète, c'est une bonne image. C'est très beau. Et puis c'est voilà. Mais j'ai trouvé des traces de magazines qui s'appelaient Kamieta en Union soviétique. C'était plutôt des magazines familiaux, des magazines un peu légers. Voilà. Mais on ne s'inscrit pas dans cette idée-là. Mais par contre, voilà, une revue qui peut avoir un regard large et parcourir le globe, je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est pas Spoutnik, mais... Spoutnik est déjà pris. Hein. Oh non, mais Spoutnik est pris, et puis aujourd'hui, tout ce qui est connotation russe, c'est un risque. Néanmoins, si je comprends bien, Cometa est plutôt consacré à l'Est. Est-ce l'Est? C'est un jeu de mots. Est-ce que l'Est... Je m'explique. L'Est, c'est un tout petit peu plus de liberté. J'ai remarqué que à la télévision, quand tu parles de la Russie, tu contrôles moins ton vocabulaire que quand tu parles, par exemple, du monde arabe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lâcher un mot politiquement incorrect en parlant des Russes, c'est presque du bon ton. Et parfois ça me choque parce que parfois les mots comme génétiquement infini ou génétiquement esclave, on parle maintenant de moins en moins, mais au début c'était ça. Essayer de dire génétiquement esclave par rapport à quelqu'un d'une autre ethnie, ça ne passera pas. Moi-même, j'ai eu des problèmes en parlant un jour. J'ai traduit juste une expression russe en français qui était la phrase les gitans de l'info. Et j'ai eu la communauté des gitans qui m'ont dit et il fallait que je m'explique, que je m'excuse et que j'explique qu'il y a une expression figée. On peut encore utiliser le téléphone arabe. Je ne sais pas si demain on pourra utiliser ce mot. Pourquoi vous avez choisi l'Est? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire l'Est aujourd'hui?
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, je vais essayer de les prendre les unes après les autres. C'est pour ça que je vais maintenant parler pendant une heure. L'Est d'abord, enfin, j'ai deux réponses, une réponse géopolitique et une réponse personnelle ou intime. Géopolitiquement, je vous l'ai dit, à mon avis, c'est la partie du monde où c'est le centre du monde aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, le centre du monde, c'est la mer Noire, la Caspienne, c'est cet ensemble de pays autour de ça qui sont en train de se réorganiser en fonction de cette nouvelle donne qui est une mise en cause de l'Occident, une montée en puissance de puissances qui étaient secondaires comme l'Iran, mais qui s'affirment aujourd'hui. Et qui vont bouleverser l'ordre du monde. Donc je pense que le centre du monde est à l'Est. Et puis pour nous, l'Est, c'est pas juste l'Europe de l'Est, c'est pas juste l'Ukraine et la Russie, c'est pas... voilà, c'est aussi l'Asie centrale, le Caucase, c'est la Chine, pour nous, l'Est va jusqu'au Japon, et puis à l'Est de l'Est, eh bien, il y a l'Ouest, donc on verra. Mais en tout cas, on a organisé la revue en saison. On fait une première saison de 8 numéros sur 2 ans, et cette première saison, elle tourne vraiment autour de ça. Après, on verra si on va plus loin. On ne va pas prendre la Chine d'un coup comme ça, avec un petit article en passant. Je pense que c'est un très gros morceau, et il faudra s'y préparer. Pour l'instant, on est centré, si vous voulez, sur tous les... C'est un peu l'ex-URSS, mais un peu large. Et puis on essaie de faire parfois des pas de côté. On a pris un philosophe africain dans le premier numéro pour nous parler de cette guerre européenne. Voilà, on a une auteure turque dans le 3e numéro en préparation. Bref, on essaie de faire des pas de côté et d'éclairer l'Est depuis ailleurs aussi. Après, si je devais dire sur un plan intime, moi personnellement, l'Est, ça a toujours été quelque chose de naturel. C'est-à-dire que vous savez, il y a cette phrase américaine, je crois que c'est un grand patron de presse qui disait « Go West, young man », c'est-à-dire allez à l'Ouest, faites la conquête de l'Ouest américain. Pour moi, ça a toujours été « Go East ». C'est-à-dire que à peine j'ai eu la possibilité de voyager tout seul à 17 ans, je suis parti en Hongrie, en Autriche. Ensuite, mon premier voyage, quand j'ai gagné un peu d'argent, c'était et j'ai écrit mes premiers articles, c'était aussi en Roumanie, Bulgarie, Turquie. Je voulais aller en Asie centrale, mais j'ai pas eu de visa, et donc je suis allé plutôt en Syrie jusqu'au Yémen. En fait, l'Est, c'était un mouvement naturel. Et quand je suis devenu journaliste et que j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai travaillé d'abord dans la presse suisse, à Lausanne, à Genève, à Zurich. Et ensuite, je suis allé m'installer en Iran et j'ai habité 4 ans là-bas. Et l'Iran, c'est un poste d'observation extrêmement intéressant pour l'Est, parce que vous êtes à la frontière de ce qu'était l'ancien rideau de fer, c'est-à-dire que l'Iran était utilisé par les Américains pour surveiller l'URSS. Ils avaient placé des radars tout le long de la frontière sud de l'URSS. L'Iran était cet allié américain indéboulonnable jusqu'à la révolution islamique en 79. Et donc, l'Iran est aussi un pays qui a des relations très profondes avec la Russie, très anciennes. Reza Shah, le premier Shah de la dynastie Pahlavi, était le fils d'un ancien cosaque qui était descendu par la Caspienne et qui était, voilà. Je louais un appartement à Téhéran et au rez-de-chaussée, il y avait une librairie qui était une librairie de livres anciens, tenu par un Iranien qui avait d'ailleurs une librairie à Paris aussi. Et il avait dans sa cave une collection de livres russes très étonnante. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y avait des liens. D'abord, l'Iran était occupé par l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne et l'URSS s'étaient partagé l'Iran en deux. Et puis, il y avait vraiment des liens historiques, intimes, très intéressants. Sans compter qu'ils ont souvent été en guerre. L'Empire perse contre l'Empire russe, il y a eu pas mal de batailles. Et puis, il y a ce livre extraordinaire de Tinianov qui s'appelle « La mort du Vazir Mortar », qui est cet auteur russe, Griboyedov, qui est envoyé comme ambassadeur à Téhéran et qui se fait assassiner là-bas. Donc en fait, il y a toute une histoire qu'on ignore quand on est ici. Et en fait, il y a des relations nord-sud, Moscou-Téhéran, qui sont beaucoup plus intenses. Donc en fait, pour moi, l'Est, c'était naturel. Tous les écrivains qui m'intéressaient, que ce soit Nicolas Bouvier, que ce soit des anglo-saxons comme Patrick Leigh Fermor, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'était un écrivain voyageur aussi, Kundera, enfin tous les écrivains que je lisais comme jeune homme, c'était des gens de l'Est. Et puis c'est un territoire où vous allez sans traverser de mer. Vous pouvez y aller en voiture, vous pouvez y aller en train.
D'ailleurs, je suis allé en voiture la première fois quand je me suis installé en Iran. Je suis parti de Genève en voiture et j'ai mis 6 mois. Mais voilà, pour moi, c'est naturel d'aller à l'Est. Et donc, je pense que dans le cours des choses aujourd'hui, de dire on est une revue qui couvre l'Est, c'est d'abord pertinent géopolitiquement parce que c'est là que ça change. Et puis, c'est un territoire mal connu. La Russie a exercé une fascination depuis longtemps sur la France, donc il y a une connaissance russe importante, ukrainienne beaucoup moins, mais qui connaît intimement la Bulgarie, la Roumanie, la Tchéquie, la Slovaquie, aujourd'hui la Pologne qui devient un pays très important aujourd'hui dans le dispositif européen. Eh bien, je pense qu'il y a un vrai vide à combler et on essaye de le faire numéro après numéro et puis sur le site internet aussi. Les écrivains disent que pour écrire quelque chose de sérieux, après la guerre, il faut attendre au moins 10 ans, parce qu'on n'écrit pas les bons romans pendant la guerre. En revanche, ce qui marche, c'est la poésie. Je pense aussi ce qui marche, peut-être, c'est les essais, quelque chose de la forme du télégramme, même si c'est un long télégramme. Parce qu'un roman, ça demande effectivement un dézoom. Et puis, quand il y a trop d'émotions, tu te noies dans l'émotion. Pensez-vous qu'il y a des nouveaux philosophes qui se forment? Je précise ma question. L'Occident, tel que je le comprenne, à commencer par peut-être, il y a quelques siècles, par des Lumières, c'est la personnalisation. Après, il y avait Camus, il y avait Berdyaev, vous parlez de revues, celui qui était son ami Maritain, qui a formé l'esprit de cette revue qui existe encore, je pense. Donc il y a dans l'Occident une espèce de atomisation des personnes, tandis que dans l'Est, il y a encore aujourd'hui, et davantage aujourd'hui, le sens de communauté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui change dans la philosophie, s'il y a encore des philosophes en Occident, qui va nous faire revenir vers l'esprit communautaire, mais pas dans le sens communiste du terme. Mais je vois comment les gens se soudent à l'Est, parce qu'ils ont encore peut-être ce qu'on appelle la religion vivante, dans un bon sens du terme, et qu'en Occident, on a beau à dire qu'il faut aider l'Ukraine, ou il faut aider à éviter la Troisième Guerre mondiale, ça ne se cristallise pas, parce que individualistes tous. C'est ce que j'allais dire, c'est l'individualisme, mais ça c'est quelque chose qui touche aussi l'Est, et la Russie elle est beaucoup plus individualiste qu'on le pense. Après, elle est sous un régime autoritaire qui fait une communauté forcée et qui en même temps prend en otage ces individus pour en faire un peuple soi-disant en guerre. Votre question est là encore assez complexe parce qu'elle touche plusieurs choses. Elle touche le fait qu'on est dans une époque où effectivement les grandes figures disparaissent. Des questions de génération. Pensez simplement au fait que les démocrates américains n'ont pas de meilleure alternative que Biden a présenté à l'élection présidentielle au mois de novembre, alors que l'Amérique est un pays plein de ressources. Donc vous avez, pensez au fait même que les républicains n'ont pas trouvé d'alternative à Trump alors qu'il a pas mal de casseroles. On est dans un manque de personnalité forte en Occident qui est assez sensible. La France, pareil. On ne sait pas très bien qui viendra après Macron, et à droite comme à gauche, on cherche des figures, et ce n'est pas forcément qu'elles sont à tous les coins de rue. Donc on est dans un moment, je pense, d'éparpillement, de dispersion, d'atomisation comme ça, d'individualisme bien sûr, mais en même temps, il y a un certain bon sens, et il y a aussi... Enfin bon, bref, je ne pense pas qu'on est non plus complètement perdu, et je serais loin de suivre Emmanuel Todd dans sa défaite de l'Occident. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience et de force aussi. Après, à l'Est, il reste des figures. Prenez, je ne sais pas, j'ai interviewé récemment
Dmitri Muratov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, voilà un personnage, voilà un journaliste. Il n'y a plus vraiment de patron de rédaction de ce type-là en France ou en Europe occidentale. C'est à la fois un penseur, c'est un meneur d'hommes, c'est un résistant, un dissident sans doute, courageux, qui est resté sur place. Et c'est vrai qu'il peut y avoir encore voilà, je pense qu'en Ukraine aussi, il y a des sacrées personnalités. Il y a des philosophes en Ukraine. Il y a des philosophes, une école philosophique très importante. Je trouve que les philosophes sont plus intéressants que les écrivains. Après, vous parliez de la guerre, etc., et du temps qu'il faut attendre après la guerre pour écrire. Vassili Grossman, c'est la négation de ça. Il a écrit Vie et Destin, peut-être déjà pendant la guerre, donc les premiers feuillets. Donc non, je ne pense pas qu'il y a un temps de latence. Et je pense qu'au contraire, les guerres sont souvent des révélateurs. Il y a toute une génération d'écrivains soviétiques qui ont vécu cette guerre contre l'Allemagne nazie et qui sont devenus écrivains par la guerre. Après, le problème, c'est qu'ils étaient réprimés et qu'au fond, on ne voulait pas entendre leur vérité. Notamment les erreurs de Staline, c'était très mal vu de les critiquer. Donc ces gens-là ont dû attendre 1, 2, 3 décennies avant de pouvoir raconter leur guerre, leur vérité. Le fait que tout le massacre, l'Holocauste, si vous voulez, a été quelque chose de très inconfortable pour le régime soviétique parce qu'on ne voulait pas distinguer les victimes juives des victimes en général. Et donc, pendant des années, le massacre de Babi Yar, par exemple à Kiev, par les nazis, qui est le plus grand massacre en une journée de juifs, je crois que c'était plus de 30 000 ou 40 000, eh bien, a eu beaucoup de peine à émerger dans l'URSS alors qu'il était commis par l'ennemi nazi et non pas par le régime soviétique. Donc en fait, je pense que les guerres sont au contraire malheureusement, parce que c'est beaucoup de souffrance aussi, mais sont des viviers ou des bouillons de culture pour la littérature. Mais je reprends votre question d'avant encore, auquel je n'avais pas répondu, sur les clichés qu'on dégaine facilement sur les Russes. Peuple de serfs, qui n'a jamais connu la liberté et qui suit Poutine comme ils ont suivi Staline, comme ils suivaient le tsar, etc. Je pense que malheureusement, le journalisme occidental n'est pas avare de clichés et que si vous prenez ce que le journalisme occidental ou français, francophone, a écrit sur l'Afrique pendant des décennies, c'était plein de clichés aussi, d'Albert Londres jusqu'à maintenant. Je pense que si vous prenez... Moi, j'ai été très sensible à la question des banlieues en France parce que en 2005, j'avais lancé un projet qui s'appelait le Bondy Blog dans la banlieue parisienne. C'était des journalistes suisses on s'est installés en banlieue et on a raconté ce que les émeutes racontaient de la France et de ses problèmes. Et en fait, les articles que je trouvais dans les bases de données, dans les archives des journaux sur la banlieue étaient plein de clichés comme on n'imagine pas que c'était possible. Les banlieues étaient un ramassis à la fois de racailles, de dealers, d'imams islamistes dans les souterrains, etc., enfin dans les caves. Et au fond, il y a un besoin de décolonisation du journalisme. Décoloniser, c'est un peu le mot de l'époque, et c'est un processus qui a commencé dans les années 60 et qui n'est de loin pas terminé. Il faut décoloniser le journalisme, et ça, c'est crucial. Prenez, je sais pas, pendant très longtemps, dans les années 80-90, le journalisme français, c'était Tintin, c'est-à-dire c'était des Blancs qui partaient en reportage, ils prenaient Air France pour faire leur voyage, ils dormaient à l'hôtel Méridien, ils buvaient un gin tonic le soir pour réfléchir à comment la journée s'était déroulée, ils interrogeaient des gens qui parlaient français parce que l'anglais c'était compliqué. Et puis, c'est toujours le cas. Et puis, j'espère qu'il y en a davantage qui parlent anglais, mais disons, et puis d'autres langues éventuellement. Et ensuite ils rentraient, ils écrivaient pour une audience française. Et les gens sur lesquels ils écrivaient, c'est-à-dire les Africains, les Asiatiques, voilà, n'avaient en aucune manière accès à ce qui était écrit sur eux. Et donc on pouvait écrire ce qu'on voulait. On pouvait changer le nom des gens, on pouvait inventer des citations, on pouvait inventer des situations. Et ce journalisme-là, aujourd'hui, il est en difficulté, ou il a été en difficulté, j'espère il est en train de changer. Parce que, au fond, si vous allez au Sénégal, il y a l'élection présidentielle en ce moment, et que vous écrivez un article qui est complètement à côté de la plaque, les Sénégalais vont le lire et vont vous le dire. Et ils ont moyen de vous joindre et de vous envoyer un mail et de vous dire, etc. Ils peuvent peut-être même aller plus loin et faire une réponse. Et donc,
il faut décoloniser le journalisme, il faut aussi décoloniser les rédactions. Vous savez, les rédactions françaises et suisses étaient des rédactions très homogènes. Tout le monde était blanc, tout le monde sortait plus ou moins des mêmes écoles, tout le monde avait une pensée qui était à peu près commune, que ce soit de droite ou de gauche, peu importe. Et ces rédactions n'étaient pas du tout à l'image du pays, qui est un pays très divers. La Suisse a un taux d'étrangers même supérieur à celui de la France. Dans les rédactions françaises que j'ai connues, il n'y avait pas beaucoup de gens de couleur, pas beaucoup de gens asiatiques. Et grande différence d'ailleurs avec le journalisme anglo-saxon, qui lui a bien plus rapidement fait son mélange. Vous preniez par exemple la liste des signatures dans le Figaro, et la liste des signatures dans le Financial Times, et vous voyez que dans le Financial Times, il y avait des gens d'origine iranienne, d'origine indienne, d'origine sud-américaine, qui signaient des articles importants, alors dans le Figaro, c'était plutôt des Français, parfois même avec des particules. Donc vous avez un effort journalistique à faire pour décrire le réel. Et pour décrire le réel, il faut être soi-même dans le réel. On ne peut pas partir d'une vision franco-centrée, franco-française ou suisse-au-suisse. Je dis, il n'y a pas une différence ontologique entre les deux. La Suisse est beaucoup plus petite et les journaux ont peut-être moins de moyens pour envoyer des gens dans les hôtels méridiens du monde entier, mais je pense que ça, c'est très important et que cette décolonisation, c'est le sujet du jour, c'est le sujet du moment. C'est le sujet de cette guerre en Ukraine aussi, c'est une guerre coloniale. Et au fond, la Russie est le seul empire qui n'a pas perdu sa dernière guerre coloniale, comme la France a perdu l'Algérie, a perdu l'Indochine, comme l'Angleterre a perdu l'Inde. En fait, en gros, on est dans un phénomène de reconquête coloniale de la part de la Russie. Les Ukrainiens ont une pensée décoloniale, ils contestent la culture russe en général. Pouchkine n'est plus leur tasse de thé, ou peut-être, elle l'a été, ne l'est plus. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'au fond, c'est très actuel. Les Africains, par exemple, réclament les œuvres d'art que la France a transportées en France et abritées dans des musées, et très bien préservées, documentées, etc. Et alors les Français disent, mais enfin, si on vous rend les œuvres d'art africaines, vous n'avez pas de musée pour les mettre, vous n'avez pas de climatisation, vous ne connaissez pas les températures et les degrés d'humidité qu'il faut pour maintenir ces œuvres en bon état. Et puis les Africains leur disent, mais en fait, ces œuvres, elles étaient faites chez nous, elles étaient durables et notre climat leur convient parfaitement. Mais en fait, on est dans une décolonisation de la pensée, du journalisme, des empires, qui est, à mon avis, un sujet brûlant, actuel. Et en ça, c'est passionnant. On est dans une époque passionnante. Après, de ce qu'il va en sortir... Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, cette guerre a créé encore un autre cliché, la guerre du bien contre le mal, ou de la civilisation contre la barbarie. C'est un thème qui me passionne beaucoup, parce que prouvez-moi où est la civilisation. Tout à l'heure, vous dites que le Japon, c'est aussi l'Est. Est-ce que le Japon, c'est l'Occident ? Parce que du point de vue de ce cliché, le bien contre le mal, ça veut dire que et si le bien c'est l'Occident et le mal c'est les barbares qui n'ont pas de géographie, dans ce cas-là, le Japon, étant civilisé, est un Occident aussi, ce qui est une aberration. Je voudrais beaucoup aussi parler de ça, parce que vous parlez de la décolonisation de la presse, mais est-ce qu'il faut être spécifiquement russe pour prétendre mieux connaître la Russie, ou français pour mieux connaître la France? C'est aussi une grosse question. Il y a des journalistes qui disent je connais la Russie parce que j'y étais dans les années 80. Il y a le journalisme qui se dit journalisme du terrain, mais c'est la preuve. Vous dites j'y suis allé, j'ai dépensé pour mon billet et pour mon hôtel, mais prouve-moi que tu as appris quelque chose de ce que je n'ai pas appris via les nouveaux types d'informations qui sont le net, le dark net, les moyens de communication, même avec les gens qui sont interdits via le darknet. Tout ça, ça change complètement la profession.
et la vision du monde et même le voyage. Est-ce que voyager physiquement a toujours de l'importance ou plus tellement? Pour moi, il y en a, mais parce qu'on n'apprend rien mieux que quand on le voit. Mais vous savez, par exemple, que National Geographic, le grand magazine américain, n'envoie quasiment plus de photographes blancs en Afrique. Ils estiment que les blancs n'ont plus la pertinence pour traiter le continent africain, par exemple. Ils utilisent des gens sur place. Donc ça devient compliqué. La légitimité est quelque chose d'extrêmement complexe. Vous connaissez aussi cette histoire le discours de cette jeune femme qui a prononcé un poème à l'inauguration de Joe Biden, qui était une jeune femme noire, devait être traduit aux Pays-Bas, et puis la traductrice était une très bonne autrice néerlandaise, et puis elle était accusée de ne pas être légitime pour traduire ce poème parce qu'elle n'était pas elle-même de couleur, d'une ethnie minoritaire. Et donc, l'autrice en question s'est désistée en disant « Oui, bien sûr, je suis blanche, comment pourrais-je traduire une poétesse noire américaine qui a vécu dans sa chair Donc ça, la question de la légitimité est très importante. Après, sur un plan de la formation personnelle, pour moi, rien remplace le voyage et la lecture. La lecture est un voyage en soi, mais disons que voyager sans lire, c'est à mon avis peu fructueux, mais bien sûr qu'il faut connaître la Russie en étant allé, on ne peut pas faire sans. L'Ukraine, c'est pareil. Voilà, pour moi. Mais s'il y a encore un sens pour des journalistes que nous sommes de raconter d'autres pays, il faut y aller, oui. Le journalisme est devenu une profession assez détestable. Surtout, on le voyait pendant les Gilets jaunes. Aujourd'hui, bizarrement, je vois la réaction des Ukrainiens parfois sur les journalistes français ou autres qui disent oui, en fait, ils nous desservent davantage qu'ils nous servent parce que soit ils racontent, soit ils sont déjà interdits d'aller au front parce que la censure leur interdit. Du coup, ils font des interprétations souvent que les Ukrainiens considèrent comme pro-russes. Et puis, ce qui est bizarre, ce que je remarque, c'est que je ne sais pas si c'est vrai en Suisse, mais en France, on cite toujours les journaux américains pour prouver que c'est quelque chose qui ne soit pas un fake news. Est-ce que ça veut dire que la presse américaine a davantage de crédibilité dans l'inconscience collective du lecteur ou même de la profession que la presse européenne, et à quoi c'est dû? Bon, il y a une grande tradition de presse américaine, de presse anglo-saxonne, de qualité, bien sûr, mais il y a aussi une tradition française d'excellence dans le journalisme. Donc je ne suis pas certain de ça. Je pense que les journalistes américains aussi font des erreurs et des clichés. Et puis, vous savez, ça dépend du terrain, mais je me souviens par exemple sur l'Irak, quand j'étais basé en Iran, je couvrais aussi en partie, j'allais en Irak de temps en temps. Les Français avaient beaucoup plus de compréhension de ce qui s'y passait que les Américains qui étaient emportés en 2003 par la victoire facile sur Saddam Hussein et qui au fond n'avaient pas une connaissance très fine. La France avait au contraire toute une école arabisante, etc. et avait bien plus de clés de compréhension de la situation. D'ailleurs, les Américains se sont plantés de façon assez magistrale et ont commis en Irak des erreurs historiques. Donc, je ne suis pas sûr de cette hiérarchie-là. En revanche, la presse, évidemment, est en difficulté partout. Les journalistes sont détestés pour des raisons étranges. Ils sont assimilés au pouvoir, ils sont toujours vus comme les responsables de tout. Moi, j'ai une vision assez différente. Je pense que la presse est souvent un reflet d'une société. C'est fini l'époque où la presse faisait l'opinion. L'opinion existe, l'opinion se fait par tant de canaux. Un éditorial du Monde ou du Figaro ne change pas. Vous trouvez vraiment, sincèrement? Ah oui, je pense que la presse a plus ce pouvoir qu'on lui prêtait. Elle tente de coller, de raconter les réels, ce qui est quand même son job premier. Hein. La premier article de la charte de déontologie des journalistes, c'est de chercher la vérité, quoi qu'il en coûte.
Et donc, je pense que la plupart de la presse est encore dans ce paradigme-là, et qu'elle est vue, voilà, qu'elle est critiquable, mais en même temps, les gens rêvent d'être journalistes, les gens rêvent de s'exprimer. Quand on est, moi je suis responsable d'une rédaction à Genève et on reçoit des lettres et des lettres de gens qui veulent devenir journalistes. Ça reste un métier qui est très enviable, qui est un métier fabuleux, qui est un métier de curiosité. Les journalistes n'ont pas un savoir fou, mais ils ont juste le savoir apprendre qui fait que ce métier est une sorte d'université permanente. On apprend tous les jours et je pense que quand on a la modestie, la candeur, candeur c'est peut-être mal vu, mais quand même il faut une certaine candeur pour aller au contact et surtout curiosité. Je pense que on fait bien son métier et que les gens l'apprécient. En fait, il y a une relation d'amour-haine entre un public et la presse, et que les journalistes sont pris au milieu. Moi j'ai l'impression que le journalisme crée une opinion publique, et après, ils deviennent dépendants de l'opinion publique qu'ils ont créée, eux. Enfin, c'est une espèce de... Vous savez, le journalisme, en fait, dans les journaux, il y a des politiciens qui s'expriment, des hommes politiques et des femmes politiques qui s'expriment et qui, elles aussi, enfin, ces voix-là aussi font l'opinion. Les journalistes sont dans un rôle de transmission qui est le leur. Hein. Donc, de quoi est faite l'opinion? Je ne suis pas sûr que ce soit l'éditorial du journal qui le fixe, ni même la ligne éditoriale. Je vais vous donner... Les lecteurs ont tendance à aimer ce à quoi ils adhèrent. Et donc ça, c'est ce phénomène des bulles de filtre, qui est pareil sur les réseaux sociaux, en bien davantage, en bien pire si vous voulez. Mais en gros, on reçoit des lettres de lecteurs qui nous disent j'étais d'accord avec vous jusque-là, maintenant vous avez écrit ça, je suis plus d'accord, je me désabonne. Et donc, il y a une difficulté de la part des lecteurs et du public d'appréhender une pensée différente de la sienne. Ça c'est très manifeste pendant le Covid. Le Covid a été à la fois un moment, la pandémie a été un moment de grand amour pour la presse. Hein, les journaux ont augmenté leur tirage et c'était vraiment important. Et la télévision, la radio sont devenus essentiels dans un moment où personne ne comprenait ce qui se passait. Voilà, donc l'information a joué un rôle crucial à ce moment-là. Et en même temps, il y a eu cette mouvance un peu complotiste de dire voilà, pourquoi est-ce que le vaccin ne peut pas être combattu, enfin, le virus ne peut pas être combattu par tel ou tel médicament miracle ou inventé à Marseille par un docteur fameux, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a eu à la fois une défiance et une grande adhésion et qui laisse des traces. Pour la Russie, c'est la même chose. Vous avez d'ailleurs une partie des gens qui ont choisi d'être les gens qui pensaient différemment, hors du mainstream pour la pandémie, sont aujourd'hui ceux qui essayent de penser différemment sur la Russie et qui soutiennent plus ou moins l'invasion. C'est frappant d'ailleurs. Comment vous passez de « je suis en faveur de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid » à « je suis pour que l'Ukraine se soumette et arrête de résister à la Russie ». Mais il y a beaucoup de profils. C'est drôle parce que j'ai des exemples contraires, parce que je trouve que ceux qui étaient contre cette espèce de, disons, malgestion de la Covid et de l'arrêt quasiment de vie, ça nous a rappelé à nous, instinctivement, c'est peut-être pas instinctivement, mais c'était peut-être malgré nous. En fait, les Russes sont cratophobes. On a peur du pouvoir, quel que soit, fermeture, quelle que soit, parce que ayant vécu dans l'interdiction de toute sortie, cette sortie-là nous a traumatisés davantage. Et je trouve qu'au contraire, parmi ceux qui étaient contre cette espèce de confinement, aujourd'hui, il y a énormément qui sont pour l'Ukraine, au contraire, parce qu'ils sont contre tout pouvoir et toute oppression. Il y a beaucoup plus de dissidents, mais bon, c'est une coïncidence. Non, je pense que c'est une configuration différente. Je pense que, voilà, vous aviez ici un pouvoir des gouvernements occidentaux qui ont imposé le confinement, et puis des gens qui ont dit mais c'est criminel de le faire, et puis ces gens-là, voilà, étaient contre le pouvoir ici et sont devenus
et sont restés contre le pouvoir du moment que l'Occident a volé au secours de l'Ukraine. Pour développer ma question précédente sur le fait que la presse parfois forme une opinion politique. En fait, je suis partie d'un film que j'ai regardé il y a 2 jours de Clint Eastwood où il y a une journaliste américaine qui est jouée par Meryl Streep qui vient voir un député et qui l'accuse. Et lui, il lui en renvoie la balle et lui dit « Mais quand on a fait l'intervention en Irak, dites-moi en face que vous n'avez pas créé ça, vous, la rédactrice, enfin la journaliste qui prétendait être libre. » Et en fait, elle a vu sur le mur de ce député un article qu'elle a signé elle. Quelle est, à votre avis, la part de la responsabilité de la presse de renforcer des erreurs des pouvoirs qui nous gouvernent? Vous savez, je cherche le nom de cette journaliste, je crois qu'elle travaillait au New York Times et elle couvrait le Pentagone, Judith Oui, quelque chose, oui, c'est ça. Et elle a été virée du New York Times parce qu'effectivement, elle était une sorte de taupe des services américains. La guerre en Irak a été déclenchée par l'administration Bush dans une perspective néoconservatrice de lutter contre l'obscurantisme oriental en instaurant la démocratie dans un pays qui n'était pas prêt pour ça. Et vous vous souvenez de Colin Powell qui montrait ses fioles à la télévision. C'est pas la télévision qui est responsable, c'est Colin Powell qui a été instrumentalisé, et qui l'a d'ailleurs regretté ensuite de justifier cette invasion de la sorte. Donc oui, cette journaliste était coupable d'avoir privilégié ses relations avec certains cercles du pouvoir plutôt que son devoir premier qui est la recherche de la vérité. Et elle a été virée pour ça, et c'est devenu un cas d'école, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a dans le journalisme une sorte c'est auto-immune, c'est-à-dire que des gens comme ça qui trahissent la déontologie du métier sont souvent repérés et écartés. Il y a la déontologie du métier. Je vous donne un autre exemple qui est personnel et que, malheureusement je ne peux pas me permettre, une fois de plus, de le dire à la télévision, mais là on est sur le YouTube, donc je prends sur moi. Au début de la guerre, toute interdiction, même morale, de critiquer l'Ukraine. Parce que il y a l'agresseur, l'agressé. Petit à petit, pour des raisons qu'on peut comprendre, d'interdiction de s'exprimer sur certaines choses sous prétexte que c'est la guerre, qu'il y a une censure due à la guerre, je vois s'installer une petite dictature. Et puis les gens qui montent la voix et qu'on fait taire. Et on continue. Tu veux soutenir l'Ukraine de tout ton cœur, mais en même temps, ce qui s'est passé avec la Russie, ce mouvement qui était bon au départ, le mouvement de la révolution, qui est devenu le plus grand système totalitaire, les gens ont fermé les yeux parce qu'ils ont dit « mais ils ont raison, c'est des opprimés, donc c'est la dictature du prolétariat, mais d'abord prolétariat, dictature, on s'en fiche, ils sont obligés ». Ça a mené à une grande catastrophe humaine qui était l'Union soviétique. Et après, les écrivains ont écrit des goulags et tout. Aujourd'hui, on voit naître, moi je vois naître en Ukraine le début de quelque chose qu'on peut regretter et qu'on ne peut pas commenter aujourd'hui parce qu'on est de tout cœur avec l'Ukraine. Comment faire quand vous êtes journaliste ? Vous savez, c'est une question intéressante qui rejoint la précédente qu'on n'a pas vraiment traitée, sur le bien et le mal, et sur sommes-nous vraiment le bien et les barbares sont-ils le mal, et voilà. Mais peut-être qu'on devrait d'ailleurs y venir ensuite. Mais
Simplement, évidemment que l'Ukraine n'est pas le pays idéal, une démocratie idéale, une économie idéale. Il y a des phénomènes de corruption, il y a des phénomènes d'abus de pouvoir, etc. Il y a des détournements de l'aide et tout ça. Après, chaque péché ukrainien est multiplié par 1000 en Russie. C'est-à-dire que la corruption ukrainienne, elle existe. En Russie, c'est 1000 fois pire. Les oligarques ukrainiens existent, les oligarques russes sont 1000 fois plus riches et plus puissants et plus malfaisants sans doute. Donc en fait, et l'Ukraine par contre est ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez aller en Ukraine. Bien sûr que vous ne pouvez pas accéder partout, ce qui est normal dans un cas de guerre, c'est même relativement raisonnable. Et bien sûr qu'il y a une sorte d'union nationale en Ukraine qu'il faut respecter. On n'est pas là pour semer la zizanie en essayant de... etc. Parce qu'on ne peut pas le faire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a combien de journalistes français qui sont du côté russe du Donbass, par exemple, et qui traitent de, je sais pas, l'assaut de Bakhmout vu par les Russes. Aucun journaliste occidental n'a eu accès à l'armée russe de l'autre côté. Il y a eu des petits voyages organisés, il y a eu quelques opérations de com, notamment à Mariupol, ils ont emmené des journalistes et leur ont montré comment ils reconstruisaient cette ville. Aucun journaliste occidental n'a été autorisé à enquêter sur combien de morts civils à Mariupol. Toutes les tombes qu'on a vues par des photos satellites qui s'allongeaient autour de la ville, personne n'a pu aller sur le terrain pour les compter. Et donc, vous avez un pays ouvert, un pays démocratique qui a connu des alternances, et vous avez un pays entièrement fermé de l'autre côté. Il y a des correspondants qui restent à Moscou, qui peuvent poser des questions à M. Peskov au Kremlin sur le cours des choses, les attentats, le cours de la guerre, l'élection, la mort de Navalny. On peut poser une question à Peskov qui répond toujours dans une langue de bois parfaite et souvent de très mauvaise foi ou des mensonges carrément éhontés. Et puis, de l'autre côté, on peut se balader presque partout en Ukraine. Donc en fait, il ne faut quand même pas... alors bien sûr que l'Ukraine a sa propre propagande, qu'elle a monté une histoire et voilà, elle est habile en communication. Le président lui-même est un excellent communicateur. Zelensky était comédien, mais il est aussi quelqu'un qui sait raconter les histoires et qui a orienté les choses. Néanmoins, moi, je reste convaincu que, bien sûr, c'est frustrant quand on est journaliste et qu'on voudrait aller partout et sortir des affaires. Mais la presse ukrainienne le fait. Il y a des excellents journaux en Ukraine. Il y a des journalistes courageux, des journalistes que j'ai connus avant la guerre, qui étaient anti-pouvoir à fond, qui ont sorti des scandales, révélé des affaires de corruption dans les grands ministères et avec les oligarques, etc. Et qui aujourd'hui sont tenus à cette union nationale, et je la comprends en fait. Oui. Vous savez, le philosophe ukrainien Konstantin Sigov, il a cette image assez intéressante du match de foot. Il dit, voilà, en gros, l'Ukraine et la Russie, c'est un match de foot où vous avez... le terrain, il n'est pas coupé en deux comme sur les terrains de foot habituels, il est un tiers, deux tiers. Vous avez un petit tiers ukrainien, deux tiers russes. Toute l'action se déroule sur le tiers ukrainien, c'est-à-dire que tous les joueurs russes sont là-dedans et les Ukrainiens n'ont pas le droit d'aller de l'autre côté. S'ils passent la frontière, on leur dit on ne veut pas vous donner des missiles qui passent trop loin, sinon c'est des risques d'escalade. Donc toute l'action se passe ici. Et le match est fondamentalement injuste. Donc vous avez un pays qui a un immense arrière-pays, la Russie, voilà, qui approchait toutes ses forces sur le tiers de la partie adverse, qui, elle, se défend en étant serrée et avec ses oppresseurs qui sont sur son propre terrain. Donc vraiment, je pense qu'il y a une injustice énorme et il y a une clarté morale dans cette affaire. C'est évidemment, la Russie porte toute la responsabilité de la guerre. Chaque mort, même du côté russe, c'est la Russie qui en porte la responsabilité. Évidemment. Et donc, cette clarté morale nous oblige à une certaine solidarité. Quels que soient les défauts ukrainiens, qui d'ailleurs sont corrigés. Quand il y a une cas de corruption qui émerge au ministère de la Défense ukrainien, il y a des articles qui sortent, y compris dans la presse occidentale, y compris dans la presse ukrainienne. Et donc, est-ce qu'il y a des affaires qui sortent côté russe ? C'est pas ça. Je ne veux pas comparer les Russes et les Ukrainiens, c'est pas ça. Je vais vous dire... Évidemment, les Russes, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait soumettre les Ukrainiens à une sorte d'examen, une radiographie complète de leur système,
qui va quand même, qui fonctionne selon des règles qui sont quand même relativement claires et qui se dirige vers une adhésion, enfin un espoir d'adhésion à l'Union européenne qui les oblige aussi à une certaine transparence et ne pose aucune question de l'autre côté. Pour moi, la comparaison, elle est quand même la base du fait qu'on doit rester solidaire, quels que soient les défauts. Je ne parle pas de la comparaison, je dis juste que ça serait tellement dommage que l'Ukraine, qui était en tout meilleure que la Russie, à cause de cette situation qui s'éternise et à cause de ce manque d'aide de la part des Occidentaux, la plonge dans le casse-play, comme on dit, du régime russe. Parce que, au nom de l'unité nationale, ils peuvent se contaminer du nationalisme. Ce qui s'est passé avec la Russie qui luttait contre le fascisme, et vous savez, c'est comme le médecin qui se contamine de la maladie de son patient. En fait, la Russie a vaincu le fascisme et est devenue fasciste. Enfin, c'est-à-dire que je vois naître dans l'Ukraine tellement brillante, tellement on ne pouvait que l'envier de cette beauté. Tout d'un coup, ces journalistes dont vous parlez, aujourd'hui ils sont censurés. Il y a beaucoup de journalistes qui font des télégrammes et qui sont aujourd'hui blacklistés parce qu'ils en parlent trop. En fait, c'est juste ça. Je ne parle même pas des Russes, on oublie. Juste, quelle est la proportion de la possibilité de les mettre en garde, parce que c'est les journalistes qui mettent en garde, souvent. Ou alors des philosophes. En fait, c'était juste ça. Une autre question. Vous parlez de l'Orient. Il y a une autre guerre, un autre front qui s'est ouvert, qui est l'Israël. Il y a quelque chose qui me gêne. Dans la presse française, en tout cas, on parlait pendant 1 an et demi, presque 2 ans de l'Ukraine tous les jours. Arrive cet horrible 7 octobre, on parle d'Israël et on le met en sourdine. On met en sourdine l'Ukraine. L'Israël. On n'en parle pas autant d'Israël. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler d'Israël et tout d'un coup, le bien et le mal est beaucoup moins évident quand on parle d'Israël, plus que ça. On compare l'Ukraine et la Russie avec l'Israël et Gaza, mais pas dans le sens qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que l'Israël est accusé il est victime, mais on l'accuse d'être trop agressive, et l'Ukraine, qui est victime, on l'accuse de bombarder des villes russes et des civils russes. C'est là où je ne comprends pas le principe du bien et du mal. Et bizarrement, on ne parle pas tellement d'Israël. Est-ce que c'est le terrain glissant ? Est-ce que c'est moins évident que de dire que les Ukrainiens sont tous des bons et les Russes sont tous des méchants ? Est-ce que l'antisémitisme n'est pas en train de renaître ? Alors en tout cas, il y a effectivement un risque d'antisémitisme qui est déjà observé. Pour moi, si vous voulez, je vous parlais de clarté morale sur le conflit Russie-Ukraine. La clarté morale est beaucoup moins claire entre Israël et la Palestine. Ça vous dérange pas ? Moi, ça me dérange énormément. Mais c'est factuel, c'est-à-dire que vous avez Israël a mené des actions de colonisation qui ont empiété sur le territoire palestinien et qui l'ont empêché Israël a clairement empêché la réalisation d'un État palestinien qui était prévu par les accords d'Oslo. Les Palestiniens, et la clarté morale est beaucoup plus difficile à établir. On ne peut pas dire, les Israéliens sont les Ukrainiens agressés par le Hamas, ou bien le Hamas, ce sont les Ukrainiens agressés par Israël à Gaza aujourd'hui. Enfin, le Gaza sont... Voilà. Donc, pour moi, c'est très difficile de comparer les deux conflits. Je ne vois pas qu'on puisse faire correspondre l'Ukraine à un côté ou l'autre. Je pense qu'il y a une très longue histoire entre Israël et les Palestiniens qui
qui s'est tragiquement traduite par le 7 octobre et par la répression, enfin, et par la guerre à Gaza qui a suivi. Je ne pense pas qu'il faut appliquer les notions de bien et de mal dans cette affaire. Il faut essayer de rester humain. D'accord, dans ce cas-là... Il faut essayer de rester humain, il faut essayer de rester raisonnable. La proportionnalité, c'est un élément important, mais moi, je ne vais pas donner de leçons à la façon dont ça se passe. Je voudrais juste, en tant que... Mais je pense que la presse, au contraire, a éclipsé le conflit Russie-Ukraine et que tout d'un coup, Israël un très court moment. Et maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne parle pas tellement de l'Israël avec les erreurs qui se passent. À mon sens, c'est des erreurs qui se passent dans les universités ou à Sciences Po en France. Et pourquoi l'histoire de 7 octobre, on ne la traite qu'à partir de 8. C'est-à-dire qu'on a vite oublié les bébés mis dans les micro-ondes. Et on parle du malheur du peuple victime palestinien. Et je vous donne un autre exemple. Avant-hier, il y avait un attentat en Russie, revendiqué par Daesh, par IGIL de Daesh. Les Russes ont capturé ceux qui ont fait l'attentat. On coupe l'oreille. On fait bouffer l'oreille par celui qui a fait l'attentat. Où est l'amnistie internationale? Pourquoi là, tout d'un coup, il n'y a plus d'appel à la haine, au moral? Pourquoi, le lendemain de l'horreur qui s'est passée en Israël, on a commencé à accuser l'Israël d'être très méchant avec les pauvres agresseurs, parce qu'il ne fallait pas tirer comme ça. Et là, tout d'un coup, silence radio. J'ai pas les mêmes observations. Je pense que le 7 octobre, ça a été vraiment documenté, enfin, ça a été raconté de façon importante. L'acte terroriste épouvantable commis par les combattants du Hamas au sud d'Israël, ça a été extrêmement documenté aussi, et ça a scandalisé complètement. C'est le plus grand pogrom depuis des décennies. Donc voilà, enfin, pour moi, c'est le jour où il y a le plus de juifs qui sont morts depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une atrocité absolue, et qui a créé une émotion telle qu'Israël aujourd'hui, dans un moment où elle n'a pas encore tout à fait compris ce qui est en train de se passer à Gaza. Mais je ne sais pas, je pense qu'il faut raison garder sur les terroristes capturés par la Russie. Vous savez, enfin, vous le disiez, les Russes sont méfiants par rapport au pouvoir. Je pense qu'il faut rester un peu réservé sur ces Tadjiks qui ont été capturés, sur toute la thèse qu'ils sont liés à l'Ukraine ou qu'ils allaient en direction de l'Ukraine. Enfin, moi, je reste très prudent, et bien sûr qu'ils ont été torturés, ça semble évident, et que la condamnation de cette torture, elle existe évidemment. Amnesty n'a peut-être pas encore réagi, mais ça m'étonne. Elle qui réagit parfois comme... à l'instantané, en tout cas par rapport à la riposte d'Israël qui était tout à fait légitime, ils ont réagi tous, mais avec une rapidité incroyable. Incroyable. Là, bizarrement, on n'accuse pas les Russes d'être méchants avec les terroristes. Ça m'étonne beaucoup. À ce propos, pendant cette guerre, il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est la facilité avec laquelle on montre et la rapidité avec laquelle on s'est habitué aux images des soldats qui explosent, filmés depuis les drones. J'ai même envie de dire que c'est une espèce de pornographie militaire qui s'est installée, qui s'est banalisée. C'est peut-être pour ça que l'oreille coupée d'un terroriste qu'on oblige de bouffer pour qu'il reconnaisse avoir fait un acte terroriste, fait plaisir au public. On est devenus tous des barbares, non? Le palier de l'acceptation de barbarie a baissé un peu partout dans le monde, y compris dans le monde civilisé. C'est vrai.
c'est vrai. Comment faire? Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous. Je pense que ces images de guerre étaient très perturbantes et qu'elles sont d'abord elles sont nouvelles dans le sens où les images de drones justement où on voit à la fois la grenade qui tombe sur les soldats et les soldats mourir de ça. Ça ne se voyait avant qu'au cinéma. Enfin, ces images n'existaient pas avant, ne pouvaient pas être filmées. Donc effectivement, on a franchi des stades et moi j'étais assez choqué par ça, mais je me suis dit, voilà, les Ukrainiens sont dans un besoin de résistance et de garder le moral et qu'au fond, ils avaient besoin de ça. Ce qui me choquait aussi, par exemple, c'est que ces images étaient souvent accompagnées de musique. Oui, on en fait les clips. On en fait des clips, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas pour ça que l'Israël perd la guerre de communication? Parce que eux, ils n'ont pas mis en ligne le film du massacre de 7 octobre. Si, ils l'ont fait. Ils l'ont montré à quelques personnes, mais ils n'en ont pas fait les clips qu'on met sur les chaînes d'infos. Les images étaient partout, mais surtout le problème, c'est l'après 7 octobre aussi. Enfin, là, il n'y a pas beaucoup d'images à Gaza les journalistes ne sont pas autorisés à couvrir ce conflit sur place. D'abord, ce serait très dangereux. Mais bon, non, je pense qu'il y a un manque d'images sur la suite aussi. Mais les images de 7 octobre, alors je pense qu'elles ont quand même été vues partout. Voilà. Mais dans les deux cas, vous avez raison, le degré d'acceptation d'images épouvantables a été baissé. La guerre, la Covid, enfin ces dernières années, on a vécu tellement, comment on dit, tellement autant pas de paradoxe, mais comment disait Camus, pas de stupidité, pas de paradoxe, quand c'est insensé. Quel est le mot? Absurde. Absurde, voilà. L'absurde du Camus. Tellement d'absurde. Nietzsche disait que la force de l'homme se mesure en quantité d'absurdité qu'il est capable d'accepter. On vit dans un absurde permanent, y compris la réaction sur, comme on dit, le bien et le mal. Pour revenir vers l'Orient, vous ne trouvez pas que les monarchies orientales se sont montrées ces derniers temps beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus réfléchies, et peut-être même tolérants, et peut-être même perspicaces et voyant beaucoup plus loin que ceux qui prétendent être démocrates, civilisés. Je vois comment ils réagissent, y compris sur les conflits en Israël, ces monarchies-là, et je trouve qu'il y a peut-être plus de futur chez eux que chez nous. Qu'en pensez-vous? Avec tout le paradoxe que c'est des régimes assez autoritaires. Oui, donc ça c'est... Voilà, mais vous pouvez être autoritaire, éclairé ou pas. Ça dépend lesquels. Je pense que le Qatar joue un rôle important dans voilà l'exemple. Les médiations sur la question de Gaza-Israël. Mais que pas forcément les autres. Je pense que l'Arabie Saoudite est aussi dans un changement profond de ses positions, donc voilà, adopte des positions raisonnables. Je pense que... Mais pourquoi l'Occident aurait-il vraiment failli, au fond? Moi, je ne suis pas certain de ça. Je n'ai pas entendu d'aberration de la part de gouvernements occidentaux dans cette affaire. Je pense que la conduite a été globalement correcte. Il n'y a pas eu mais attendez, quand Hollywood fait sa cérémonie de César avec les mains en sang, sans comprendre vraiment ce que ça signifie,
Mais ils sont devenus dingues. C'est une émotion et c'est non, pas... mais une émotion, mais il faut quand même réfléchir avant. C'est des gens intelligents qui ont créé Hollywood. Hollywood, c'est pas le département d'État, ni... voilà, donc... c'est plus que ça. Hein. Hollywood, c'est... oui, c'est important, mais c'est Hollywood. Et ce qui se passe à Sciences Po Paris, c'est des étudiants... Et Sciences Po, pardon, mais c'est des gens qui vont nous diriger, mais pareil. Oui, ben, pas tous forcément, mais disons... Non, je pense qu'il n'y a pas non plus eu de la part des gouvernements occidentaux des normes faux pas. Il y a beaucoup de démagogie. Oui et non. Je pense que... Non, enfin moi, pardon, mais je suis plus confiant que ça. Et peut-être je suis un peu mainstream en disant ça, parce que voilà, mais... Cette idée du mainstream, elle est intéressante parce qu'elle touche aussi le reste de vos questions sur le bien, le mal, etc. Pourquoi est-ce que le mainstream aurait tort, en fait ? Et c'est certain que le mouton noir, que le mainstream est considéré comme une sorte de grand mouvement moutonnier qui suit quelque chose qui lui serait dicté par des... Voilà. Et alors le mouton noir, ou bien la personne qui rame à contre-courant, serait plus intéressante et aurait peut-être plus raison que les autres. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que y a une analyse assez correcte qui est faite par les gouvernements occidentaux de la situation au Proche-Orient, de la situation en Ukraine. Il y a des capacités qui sont atteintes, voilà, on n'arrive pas à livrer plus de missiles, on va essayer de le faire. Il y a des choses qui se mettent en place lentement, trop lentement peut-être, mais moi je considère qu'en gros l'Occident a réagi de façon correcte à ce qui s'est passé. Vous avez l'Espagne par exemple qui se positionne davantage en faveur des Palestiniens parce qu'elle a cette position-là, tant mieux. La Grande-Bretagne qui est différente, les Allemands qui ont un lien très fort avec Israël et qui désormais tentent de modérer un petit peu les choses, mais je pense que chacun a joué un rôle qui est correct. Je ne vois pas d'énormes dérapages. Alors Hollywood c'est une chose, Sciences Po c'en est une autre, mais je sais pas, je reste assez confiant en fait. Vous êtes bien suisse, vous. On parlait, je ne sais plus, à un moment donné, vous parliez des rédacteurs de presse qui sont des personnalités, qui étaient des personnalités, je ne sais plus ce que c'était comme phrase. Bizarrement, les démocraties, le principe de la démocratie, dans un sens actuel du terme, pas dans le sens classique, parce que c'est encore autre chose. La démocratie à l'occidentale nous mène à une impossibilité pour une personnalité de s'exprimer, parce que la personnalité, c'est un solitaire, c'est souvent un marginal, c'est souvent celui qui va contre les règles, et des gens de grand talent sont condamnés presque à disparaître dans le régime démocratique actuel, version 21e siècle. Donnez-moi un exemple. Et bizarrement, Elon Musk, qui est une personne très intelligente, très intéressante, mais qui, dans un système démocratique, est systématiquement ridiculisé. En revanche, les systèmes totalitaires donnent souvent naissance à des personnalités fortes, parce que d'abord ils résistent au mur du pouvoir, et puis ils sont obligés comme une petite herbe qui arrive à sortir de l'asphalte. Il faut être fort pour percer l'asphalte. Et ce problème des élections aux États-Unis, ce problème des hommes faibles, gris, sans aucun intérêt, c'est le résultat de la grisaille de cette démocratie version 21e siècle, où il faut être comme tout le monde, ne pas déranger. Mainstream, j'aime pas ce mot non plus. Il faut être opportuniste et ne pas voir au-delà de 4 ans de ton mandat. De nouveau, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais
pour reprendre Elon Musk, j'ai pas du tout l'impression qu'il est bâillonné. Il s'exprime tout le temps. Et le moindre de ses commentaires et de ses phrases est commenté partout. Il fait l'objet là d'une biographie ou d'un livre dithyrambique à son sujet. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait même tonitruant dans le débat public. Et je pense au contraire que les moutons noirs, comme on dit, ont parfois une importance exagérée. Pensez à Emmanuel Todd, par exemple, son dernier livre sur la défaite de l'Occident, qui est plein d'inexactitudes, qui est plein d'approximations, de concepts mal utilisés, de statistiques choisies, alors que celle d'à côté dit le contraire. Il a un retentissement considérable, alors qu'il est soi-disant le seul à nager contre le courant majoritaire dans l'autre sens. Prenez le docteur Raoult à Marseille pendant la Covid, qui était seul avec sa solution de soins qui ne marchait pas, et ça a été prouvé par plein d'études, et qui a eu une couverture considérable. Donc je pense qu'au contraire, nos systèmes actuels souvent privilégient le contre-courant contre le courant, et c'est plus intéressant de parler de quelqu'un qui a ses convictions, qui rame contre le courant et qui est seul contre tous. Donc on a plutôt le contraire, je pense, le zoom sur la différence que sur l'ensemble. Mais je contredis un peu vos intuitions. Non, au contraire. Moi, je veux bien être convaincu. Quand je vois juste cette société occidentale qui est un peu dormante, un peu... Je suis peut-être plus optimiste que vous, mais honnêtement, elle n'est pas dormante. C'est le contraire, il se passe des choses partout. Vous voyez, il y a des élections européennes qui s'approchent, il y a des débats partout, l'Allemagne étant un peu dans un moment très important de son histoire, avec la montée d'un parti extrémiste qui pourrait avoir atteindre de nouveaux records cette fois-ci. Je pense que il se passe plein de choses et que c'est pas du tout dormant en fait. Et qu'en plus, si l'Europe devait se retrouver seule face à la Russie après l'élection américaine, si tout d'un coup Trump venait être élu en novembre et laissait l'Europe se débrouiller avec cette guerre en Ukraine, il n'est pas impossible qu'il y ait une sorte de rebond, de sursaut européen et que les Européens se prennent en main. Et je ne dis pas qu'ils peuvent remplacer, on va nous dire que les effectifs, le nombre de buts, le nombre de choses ne peut pas être remplacé parce que les Américains, c'est évidemment très différent, mais pourquoi pas? Je trouve qu'il y a plutôt une intelligence collective européenne qui est en train de se mettre en place. Il y a un axe Paris-Varsovie qui se crée vraiment de façon assez évidente. Il y a plein de choses qui se mettent en place. L'Angleterre, la Grande-Bretagne qui s'est exclue de l'Europe avec le Brexit, finalement rejoint le continent sur plein d'options, notamment sur la guerre, et même a été assez leader sur le sujet. Je trouve qu'il y a plutôt une intelligence collective qui se met en place et qui est, pour moi, de bon augure. Mais c'est un optimisme helvétique peut-être, ou je ne sais pas. Après, on peut être aussi pessimiste, on peut dire l'extrême droite partout va l'emporter et tout est catastrophique, mais je ne suis pas certain. Je pense que voilà. Il y a un philosophe que j'aime pas par ailleurs, Deleuze, qui a inventé le concept. Je ne sais pas si lui, en tout cas c'est chez lui que j'ai lu rhizome. Autrefois il y avait un tronc, et aujourd'hui il y a une espèce de... Je ne sais pas comment expliquer rhizome. Oui, c'est pas vraiment des racines, c'est juste une espèce de plante qui se propage sous terre. Et la société ressemble de plus en plus à ça. Ou alors, si autrefois il y avait des grands blocs, droite-gauche, Parc de Varsovie ou l'OTAN. Aujourd'hui, c'est rhizome. Autrement dit, c'est des réseaux. C'est peut-être ça, les réseaux sociaux. Et contrairement, d'un côté, on a davantage de possibilités de communiquer.
via le net, Telegram, je ne sais pas ce que vous lisez vous, moi je suis consommatrice de Telegram plutôt, et je me suis rendu compte que les informations que je lis, c'est à peine 7 personnes. Ça m'intéresse pas de lire. Je m'oblige parfois d'aller lire les Russes parmi ceux que j'aime pas pour comprendre leur raisonnement. Je me l'interdis, vous savez pourquoi? Parce que ils sont très malins. On a ricané pendant 2 ans sur leur stupidité. Ils ne sont pas si stupides que ça. Ils te contaminent. Il suffit de lire 2 jours ce qu'ils disent. Tu dis, je commence à être... J'ai connu un acteur qui jouait le rôle de Staline à Moscou et qui a arrêté de jouer ce rôle. Il a dit, je deviens Staline. C'est malgré moi. Il a arrêté parce qu'il a dit je commence à penser comme lui, à être comme lui. Je ne me reconnais pas, ça me fait peur. Donc et du coup, quand on a un choix d'informations énorme, on se réduit davantage. Autrefois, il y avait 3 chaînes de télévision, mais du coup, on avait, j'ai l'impression, plus d'opinions qu'aujourd'hui quand on a le choix de s'abonner à toutes les revues du monde. Vous voyez ça comme ça? Qu'il n'y a plus de pouvoir des grandes idées, il y a des petits réseaux. Sans doute, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre, où finalement on se retrouve dans... Mais en même temps, on a plus que jamais, enfin, vous le dites vous-même, la possibilité de lire tellement de choses. Quand j'étais jeune étudiant à l'université à Genève, pour lire le New York Times, il fallait avoir de la chance à aller au kiosque. Il y avait 1 ou 2 kiosques à Genève qui avaient le New York Times qui arrivait, avec des jours de retard. C'était vachement difficile. Aujourd'hui, je l'ai dans ma poche, sur mon téléphone. Et donc, non, moi je suis un grand lecteur de presse et de toutes sortes de choses, Telegram aussi. Sur Telegram, il y a tout. Il y a des comptes individuels, il y a des médias qui fonctionnent quasiment entièrement sur Telegram, qui sont très bien faits. Bon, on parlait du journalisme ici, mais parlons des journalistes, du journalisme russe et ukrainien et de comment ça fonctionne aujourd'hui, et c'est assez remarquable. Ces journalistes russes en exil qui créent Medusa, qui font Novaya Gazeta Europe ou Novaya Gazeta encore Russie, qui font un site qui s'appelle Vajne Stories, qui est vachement bien, Holod, très bon média aussi. C'est remarquable. Les Ukrainiens aussi sont remarquables. La Ukrainska Pravda, c'est un très bon journal, en fait. Je vous parle de lecteurs. Et ceux-là sont sur Telegram, et si vous les suivez là-dessus, Telegram permet à la fois de suivre des blogueurs militaires russes un peu fous, mais qui parfois donnent des informations qui gênent le pouvoir, et permet de suivre des médias qui sont structurés, qui vérifient l'information, qui donnent leurs sources. Et donc, moi, je suis plutôt... bon, je consomme beaucoup de médias, mais je suis pas perdu, et j'ai pas l'impression de rétrécir mon horizon. Mais parce que vous êtes professionnel. Moi, je vous parle de... je vous donne un exemple. Vous dites à quelqu'un que vous regardez CNews, enfin, vous êtes un connard. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es obligé de... je vous parle en tant que lecteur ou en tant que spectateur. Tu es obligé de ne lire ou de ne suivre que ceux qui sont reconnus dans ton cercle, sinon on te ringardise. Mais est-ce que c'est très différent d'avant? Est-ce que vous vous souvenez quand Solzhenitsyn, quand l'archipel du Goulag est sorti à Paris en 73, sauf erreur, fin 73, l'Humanité a fait toute une campagne pour dire que c'était nul, etc. Et que les lecteurs de l'Humanité de l'époque, le Parti communiste français, etc., étaient dans une optique idéologique terrible. Ils obéissaient à Moscou au doigt et à l'œil. Et si vous étiez lecteur du Figaro ou de l'Humanité, vous étiez dans des mondes totalement différents. Et là aussi, vous disiez, je lis l'Humanité, vous étiez
quelqu'un de complètement borné, et voilà. Donc je pense que c'est au contraire, la presse a été beaucoup plus idéologique avant, c'est-à-dire que voilà, enfin, honnêtement, l'humanité n'est plus ce qu'elle a été, le Figaro non plus. Il reste un journal de droite, mais disons qu'il y a des excellents papiers dedans, des reportages, des choses. Enfin, je veux dire, le Monde tient toujours ce milieu comme arbitre est très, très important. Mais disons, je crois qu'on est au contraire dans une période où voilà, après, enfin, voilà, je pense qu'il faut regarder ces news de temps en temps pour comprendre comment pensent ces gens-là, mais sans forcément tout avaler. Moi, je sais pas, je pense que c'est pas nouveau et qu'au contraire, l'idéologie a joué un rôle beaucoup plus important avant qu'aujourd'hui, même s'il y a aujourd'hui des vagues idéologiques profondes qui pourraient nous surprendre aux élections, mais il y a un concept français de laïcité que je ne comprends pas toujours. Quand on a tué tous les dieux, quand le futur n'est pas certain, quand le présent t'effraie et quand le passé est compromis, c'est très difficile de vivre sans conviction. Est-ce que vous ne pensez pas que le retour de la religion serait moins nuisible que le retour de la barbarie dans lequel on tombe, n'ayant pas de Dieu? En préparant cet entretien, vous m'aviez dit que vos questions étaient moins philosophiques peut-être que ce que vous pouviez suggérer par message avant. Je vois que vous restez néanmoins dans la philosophie. Non, mais bien sûr. Non, mais tout à l'heure, vous avez dit « je suis helvétique ». D'ailleurs, helvétique protestant, luthéran… Protestant. Ah, de culture, mais non croyant. Oui, mais avouez que ça doit jouer dans l'inconscience. Je suis persuadée que ça joue dans l'inconscience. Même la manière dont vous parlez, c'est autre chose. Je sens que je parle avec quelqu'un qui est différent. Heureusement que je ne connais pas tous les mêmes. Oui, donc du coup, comment vivre dans le monde où on nous enlève les repères et vous dites qu'il y a moins d'idéologie qu'autrefois. C'est pas possible sans idéologie. C'est pas possible. J'ai une phrase bateau que je propose à tous mes interlocuteurs, c'est que la démocratie sans les 10 commandements n'a pas de sens. On nous a enlevé les 10 commandements et la démocratie, ça marche pas. Moi, je suis athée. On ne les a pas enlevés, on les a remplacés par des règles morales qui sont justes et par la justice. Ne tue pas, ne vole pas, etc. Enfin, ça reste. C'est pour ça qu'on tue, on vole, on coupe les oreilles, oui, mais on met les bébés dans les micro-ondes. Oui, mais il y a une justice internationale qui documente tout ça. Peut-être qu'un jour, les auteurs de ces crimes seront poursuivis. Donc, c'est documenté, c'est un gros travail. Les guerres en Yougoslavie ont fait l'objet d'un tribunal spécial. Il n'y avait pas ça avant. Il y a eu Nuremberg, et puis Nuremberg était quelque chose d'assez expéditif par rapport à l'ensemble des crimes de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'on est plutôt aujourd'hui dans un... Voilà, combien de dossiers la justice ukrainienne a ouvert sur des crimes de guerre russes? Je crois que ça dépasse les 100 000. Donc on n'est pas dans une absence de règles des 10 commandements, au contraire. Je pense. Oui, mais ils sont... Mais peut-être c'est une réponse protestante. Non, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que les organisations comme l'ONU nous ont créé des règles sur papier auxquelles personne ne croit, qui sont ridicules, qui sont absurdes, parfois absurdes, les décisions de l'ONU. Et je pense qu'avec des outils qui vont ouvrir les portes, les feuillets de l'ONU vont partir, vous savez, comme quand on ouvre la porte et puis les feuilles vont partir, parce que c'est que sur papier. C'est que sur papier. Les gens sont... Je suis pas sûr, pardonnez-moi. Mais enfin, je suis pas sûr. Je pense que
D'abord, l'ONU, il y a des règles, il y a des résolutions. Ces résolutions sont âprement combattues par les uns par les autres. Récemment encore sur un cessez-le-feu à Gaza, etc. Ça fait l'objet de très fortes négociations. Donc il y a des enjeux. Ça veut dire que c'est pas rien du tout. D'autre part, quand vous avez un membre du Conseil de sécurité comme la Russie, qui viole tous les préceptes de cette organisation-là, alors vous dites on nous retire les valeurs, etc. Il n'y a pas de on, il y a un pays qui a un programme de guerre coloniale et criminelle et qui viole les principes de l'organisation dont il est l'un des piliers. Donc là, il y a un vrai problème. Mais ce n'est pas on, c'est la Russie. C'est la Russie qui bloque des résolutions au Conseil de sécurité. Quand je dis on, je parle de Descartes, je parle de pas de problème d'il y a 2 ans. Je vous parle de quand on a décidé que le monde c'est un mécanisme et l'homme c'est un organisme et ça s'arrête là. En fait, c'est de ça que je parle. Non, je suis un peu terre à terre par rapport à tout ça. Oui, non mais moi aussi. Moi aussi, mais vous savez, en Russie, pour vexer quelqu'un, un journaliste, quand on veut dire qu'un journaliste est mauvais, on dit « Ah, celui-là, ça c'est celui qui va nous dire que ce n'est pas si évident que ça ». Parce qu'aujourd'hui, si un journaliste ose dire que le problème n'est pas si évident que ça et qu'il faut creuser, c'est un mauvais parce qu'au contraire, tout est clair. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. C'est ça que je dis, on nous a enlevé parce qu'on a dans les maths, il y a le principe de simplifier l'équation. Quand l'équation est trop... Enfin, on la simplifie à tel point que 2 fois 2 font 4. Moi, je refuse de vivre dans un monde où 2 fois 2 font 4. Et ça s'arrête là. Bon, disons qu'il vaut mieux que 2 et 2 fassent 4 plutôt que 5 ou 6, mais... non, franchement... il vaut mieux. Après, il faut quand même de la nuance. Vous qui avez baptisé votre revue de comètes... moi, je préfère l'astrologie à l'astronomie. Voilà. Ah oui, c'est 2 écoles différentes. Oui. Non, mais comment dire, il faut quand même, la nuance, c'est quand même super important. Quand vous dites un journaliste décrédibilisé, c'est celui qui dit ce n'est pas si simple. Franchement, il n'y a rien de simple. Donc, il faut de la nuance, il faut approfondir et il faut chercher. Donc, ça fait partie de notre métier. C'est quand même un des éléments de la vérité, c'est la nuance. La vérité n'est jamais ultra simple, non? Oui. Vous qui êtes suisse, la Suisse était neutre. Vous êtes aussi protestant. Aujourd'hui, ce qui me scandalise, c'est cet acharnement injuste qu'on fait aux Allemands, qui, parce qu'ils viennent juste de digérer l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, peuvent se permettre d'être pacifistes et avant d'envoyer les bombes, réfléchissent à 2 fois, on les traite des lâches, etc. etc. Si aujourd'hui on proposait aux Français d'envoyer les bombes sur l'Alger pour une bonne raison, ne pensez-vous pas qu'ils réfléchiraient eux aussi peut-être longtemps avant d'accepter la chose? Que pensez-vous de cette injustice envers les Allemands qui ont fait un énorme travail de châtiment, d'auto-châtiment,
qui sont devenus un grand pays, qui ont aidé plus que les autres. Et aujourd'hui, ils sont blacklistés d'un revers de main parce qu'ils hésitent d'envoyer les bombes. Ils ont aussi fait d'énormes erreurs. Je pense que l'approvisionnement de l'économie allemande par du gaz russe était une énorme erreur. Et cette croyance que les Allemands ont eue, que par le commerce, par le fait d'acheter, de vendre avec la Russie, par le commerce viendrait la démocratie, viendrait la stabilité. C'était une erreur profonde et historique. Donc les Allemands ont leurs propres considérations et qui sont souvent des considérations intérieures, c'est-à-dire que si ces missiles ne sont pas livrés, c'est que le chancelier sait que la majorité des Allemands ne le suivraient pas là-dessus. Après, ils font effectivement pas mal de choses. Je ne pense pas qu'ils sont blacklistés. Ils sont un des acteurs les plus importants de cette coalition. Et à part ces missiles Taurus, ils tiennent leur rôle et ils le tiennent plutôt bien dans l'accueil des réfugiés, dans la fourniture de matériel, etc. etc. Vous parliez de la Suisse. Je suis beaucoup plus embarrassé par la question de la neutralité suisse parce que c'est quelque chose qui est... C'est un grand débat dans mon pays. La neutralité consiste en quoi? Est-ce qu'on peut rester neutre devant des crimes qualifiés et irréfutables? La neutralité suisse a toujours été un peu un artifice. Voilà, on était soi-disant neutre pendant la guerre froide, mais en vérité, on était bien sûr ancré dans le camp occidental et anti-soviétique. On était soi-disant neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on a garanti cette neutralité en fournissant quelques avantages à l'Allemagne nazie, donc, tout en offrant aussi d'autres avantages aux Alliés. La neutralité, c'est très difficile et aujourd'hui, je ne sais pas en quoi elle consiste exactement. Et le fait de ne pas participer, c'est faux parce qu'au fond, la Suisse a appliqué des sanctions européennes et internationales sur la Russie. La Suisse accueille beaucoup de grandes fortunes russes et a bloqué des comptes. Donc, est-ce que c'est ça la neutralité? Est-ce qu'on est, voilà. En tout cas, chez nous, c'est un gros débat. Et personnellement, j'ai de la peine à me faire une opinion là-dessus. Je pense qu'on a trop tendance à se réfugier derrière la neutralité pour cesser de réfléchir et ne pas prendre de risques. Et je pense qu'on est dans un moment où il faut prendre des risques, parce que le risque, il est à nos portes en vérité. Je ne pense pas que la Russie que les chars russes seront demain sur les Champs-Élysées, mais il y a quand même une menace très importante qui existe et qui n'est pas très loin de chez nous. Et donc, ça nous demande un examen de conscience et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça? À propos de l'argent russe et des Russes riches, et souvent en Suisse d'ailleurs, vous avez dit on a bloqué les comptes. Ne pensez-vous pas que c'était une des plus grosses bêtises que d'avoir bloqué les comptes des Russes riches en Suisse ou ailleurs, en créant comme ça l'impossibilité à ces riches personnes qui sont somme toute devenus européens et qui sont rentrés avec leur grosse fortune parce que malgré les 300 milliards qui sont bloqués, ils en ont des milliards. Et ils sont revenus en Russie, Friedman par exemple, dont la vie est devenue tellement impossible à l'Occident qu'il est rentré avec sa fortune en Russie. Et à mon sens, au lieu de faire la guerre contre le régime de Poutine, on a fait la guerre contre les Russes. Et c'est deux choses différentes. Et je connais des Russes qui ne sont pas des milliardaires, mais ils sont quand même assez fortunés, qui n'ont pas pu ouvrir les comptes
et qui sont rentrés en Russie et qui ont gardé leur argent là-bas. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne méritaient pas et qui ont subi des ennuis, même s'ils n'étaient pas personnellement visés par les sanctions. J'en connais aussi et qui sont des gens opposants à la guerre, opposants à Poutine, enfin en tout cas, voilà, mais qui ont vraiment des difficultés galèrent. Voilà. Après, c'est un peu les victimes collatérales de quelque chose. Je pense que la plupart des comptes bloqués sont des gens qui ont quand même été associés de près ou de loin au Kremlin et que c'est pas faux de les empêcher de disposer de cet argent. Vous savez, on dit il n'y a pas de trésor honnête. Et peut-être... Le premier million est malhonnête, après. C'est le plus difficile à expliquer. Et après, on pardonne. Hein. Après, on ne vérifie plus. En Russie, ça a été le premier milliard plutôt que million. Mais disons, non, enfin, franchement, je pense que ces gens-là se sont tous enrichis quand même dans l'orbite du Kremlin. Et que c'était pas une grosse erreur de les empêcher de disposer de cet argent. Et puis, s'il est bloqué, c'est qu'ils n'ont pas pu le rapatrier. Après, les victimes collatérales, bien sûr, il y en a, et c'est regrettable. Le prochain numéro va être consacré à quel... Alors le prochain numéro, il est sur le thème de la fabrique de l'oubli. On considère que cette guerre est une guerre qui est menée sur un mensonge historique ou un mythe mensonger. Et donc on va explorer, mais pas seulement avec la Russie, mais et d'autres pays aussi, comment on falsifie l'histoire, comment on crée l'oubli, ou au contraire on exalte une mémoire qui n'est pas forcément... Voilà. Et aussi, est-ce qu'il est utile parfois d'oublier? Est-ce que les traumatismes ne sont pas quelque chose qu'il faut parfois laisser passer pour ne pas les faire revivre en permanence? Et donc, on a dans Cometa, on a à la fois un thème et puis des choses qui sont en dehors du thème. Ce n'est pas un dossier classique comme dans un magazine, mais on essaie d'avoir plusieurs articles sur ce thème-là avec une petite marque pour les retrouver. Et on s'intéresse bien sûr à l'organisation russe Mémorial, qui est une organisation remarquable qui a documenté les crimes staliniens et autres, et qui a été l'une des premières à être supprimée ou à être dissoute dans les quelques jours qui ont précédé la guerre, enfin qui était déjà persécutée bien avant. Mais voilà, j'ai fait pour ça l'interview de Irina Sherbakova, qui est une des cofondatrices de Mémorial en 89. On a un texte très intéressant de Georges Niva, lui aussi protestant, sur un philosophe ukrainien qui s'appelle Skovoroda, philosophe du XVIIIe siècle, et qui montre à quel point ce personnage très philosophe ambulant, se promenant avec sa flûte pendant 30 ans, les 30 dernières années de sa vie, marchant autour de Kharkiv avec sa flûte et ses manuscrits, est une image, un symbole de liberté pour les Ukrainiens. Et d'ailleurs, le musée Skovoroda a été bombardé 2 mois après le début de la guerre par les Russes. Et c'est peut-être pas un hasard. On a des reportages, on a une grande enquête, on a un grand entretien, enfin on a tous ces contenus avec le thème de l'oubli et de la mémoire. Magnifique thème, parce que on dit de la philosophie que la philosophie commence par les mythes et termine par les mythes. D'ailleurs, Nietzsche est un exemple parce qu'il a fait un mythe, après il a tué les dieux, et puis il est retombé dans un mythe d'un super-homme au lieu d'en rester à la disparition des dieux. À ce propos, j'ai eu un différend le jour de la mort de Navalny, parce que sur LCI, j'ai dit on est en train de vivre la naissance d'un mythe. Et sur le plateau, il y avait une fille qui enseigne à Sciences Po, qui était scandalisée par mon propos, et qui a dit « Mais non, c'est pas un mythe, c'est la réalité ». Les Russes sont des rois de création des mythes.
Et je pense que c'est une mauvaise chose, parce que tout culte de personnalité déresponsabilise une action humaine collective, populaire. Donc on préfère inventer un Navalny et en faire une icône que d'aller dans la rue et faire une révolution, une manifestation, comme les Français sont dont les Français sont les grands spécialistes. Qu'en pensez-vous? Moi, j'adore. Puisque c'est le thème de votre... Bon, Navalny, personnage exceptionnel quand même. Enfin, vous me disiez, en préparant l'entretien, que c'était un peu le Mediapart russe. Moi, je le trouve beaucoup plus drôle que Mediapart. Non, mais, enfin, je le trouve... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, mais en fait, il a d'abord été homme politique, ensuite il s'est aperçu que pour mener ses combats, il fallait révéler la dimension de la corruption de l'élite au pouvoir en Russie, et donc il est devenu un Mediapart, mais si vous comparez les vidéos de Navalny et les articles de Mediapart, j'adore Mediapart, et ils font un excellent travail, mais c'est quand même très... il faut digérer parce que c'est des grosses masses de textes chez Mediapart qui sont écrites de façon assez sobre, alors que Navalny, c'était des blagues du début à la fin de ses films, et c'était quand même, voilà, il a donné en tout cas le Mediapart russe avait plus d'humour. C'est plus hollywoodien. C'est ça, et assez remarquable en fait, très efficace comme narration. Beaucoup plus populiste. Et il a créé lui-même ces récits, peut-être ce mythe. Et d'ailleurs, en retournant en Russie, en mourant comme il l'a fait, enfin, il ne l'a pas cherché, mais disons qu'il est mort du fait d'être entré en Russie, eh bien, il crée lui-même le mythe de ça. Et sans doute que je sais pas, moi, bien sûr que c'était la réalité. C'était la réalité d'un homme qui était l'opposant numéro un de ces systèmes et qui n'a pas survécu. Après, que les Russes préfèrent le vouer à un culte plutôt que de descendre dans la rue, c'est assez dangereux de descendre dans la rue actuellement en Russie. Il y a plus de policiers pour vous arrêter si vous faites une manif à Moscou que si vous faites un attentat dans une salle de spectacle appelée Crocus. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que je reproche ça aussi à l'Occident. Vous venez de dire opposant numéro 1. Moi, j'aime pas du tout le principe de hiérarchisation. Moi, je connais des gens beaucoup plus... Je veux pas vexer sa mémoire, mais pour moi, par exemple, un Karamurza est incomparable avec un Navalny. C'est pas un populiste, c'est intellectuellement, il est beaucoup plus intéressant, mais il fait pas un show. C'est pas Hollywood, donc, mais pour moi, il a beaucoup plus de valeur. Mais on va pas en faire une espèce de show-off. Non, mais je pense que Navalny était une plus grande menace pour le Kremlin que Karamurza. Karamurza est remarquable. Pas sûr, non, pas sûr du tout. Mais pour ça, il faut faire une autre émission, enfin un autre entretien. Pas sûr du tout. En revanche, la disparition de Navalny et le fait que l'Occident l'a baptisé de opposant numéro 1 nécessite aujourd'hui une création vite fait d'un autre opposant, parce que pour un troll de Poutine, il faut vite un elfe. Et c'est ce elfe qui va sauver la Russie. Non, c'est pas le elfe qui va sauver la Russie. La Russie va être sauvée par quelque chose de l'intérieur. Simplement, c'est beaucoup plus difficile à construire. C'est plus facile à construire avec peut-être une aide occidentale qu'une personne comme Navalny, que de bâtir des institutions démocratiques dans la Russie qui n'en a pas d'institutions. Pour l'instant, la Russie a des personnalités remarquables. Je pense que Karamurza en est un, je pense que Navalny en était un. Voilà. Je pense que Nemtsov était quelqu'un de remarquable aussi. Et elle n'a pas les institutions qui vont avec. Au contraire, les institutions sont instrumentalisées contre ces personnalités remarquables pour les supprimer ou les faire taire, ou les emprisonner. Mais il faut commencer par des personnalités et puis ensuite un mouvement plus large.
Mais non, Karamurza, c'est quelqu'un de très précieux. J'espère qu'il ne subira pas le même sort. Ah ouais, j'espère aussi, ouais, parce que c'est quelqu'un de très très bien. Quand sort le prochain? Fin avril, début mai. Ben, on va le mettre dans la vitrine. J'espère. Moi, je suis une grosse amatrice. Merci beaucoup. Je vous en prie.